grande question qui se pose à nous, c'est comment sortir la France du désastre en 2017. Alors moi, je vais raisonner de façon logique. Je m'adresse ici, je sais qu'il y a beaucoup d'adhérents, mais il y a aussi beaucoup de sympathisants. Il y a aussi des curieux, des gens qui veulent savoir pourquoi ce phénomène de l'UPR qui se développe très rapidement alors que nous sommes barrés des grands médias. Alors, un bon médecin fait-il une ordonnance sans faire de diagnostic médical précis auparavant? La réponse est non. Accepteriez-vous de subir une opération chirurgicale si l'on ne vous a pas prouvé qu'elle était indispensable? La réponse est non. Donnez-vous votre voiture à réparer à un garagiste si c'est votre réfrigérateur qui tombe en panne? Je dis ça parce que je pensais à ce qui s'est passé cet été, c'est-à-dire que alors que le nombre de chômeurs ne fait qu'augmenter de mois en mois, alors que la France est vendue par appartement, alors que nos libertés publiques sont en train de fondre comme neige au soleil, alors qu'on est en train d'être lancé dans une guerre potentielle avec la Russie, eh bien, toute la scène politique française s'est occupée du Burkini. Donc moi, j'appelle ça exactement comme faire réparer, aller voir un garagiste si on a problème de réfrigérateur. Achetez-vous un billet de train pour Perpignan si c'est pour aller voir vos amis qui habitent à Paris? La réponse est non. En d'autres termes, dans la vie, avant de prendre une décision, ce que je dis est tout bête, eh bien il faut tout d'abord savoir ce que l'on veut faire, où on veut aller, et établir le bon diagnostic qui permet d'y parvenir. C'est du bon sens. En fait, le secret du succès de l'UPR, c'est tout simplement du bon sens. Alors, pour sortir la France du désespoir et du désastre, eh bien, il faut commencer par savoir ce que veulent les Français. Et puis après, on va établir le diagnostic sur pourquoi est-ce que ça ne marche pas. Qu'est-ce qui empêche d'obtenir que les Français obtiennent ce qu'ils veulent? Donc, quelques questions bêtes. Les Français veulent-ils que l'on démolisse leurs services publics? La réponse est non. Les Français veulent-ils que l'on supprime tous les acquis sociaux pour lesquels s'étaient battus leurs parents et leurs grands-parents? La réponse est non. Les Français veulent-ils que la loi de l'argent l'emporte sur toute autre chose dans tous les domaines de la vie? La réponse est non. Macron a du souci à se faire. Les Français veulent-ils que l'on supprime leurs communes et leurs départements et qu'on leur impose des grandes régions? La réponse est non. Les Français veulent-ils que l'on aille bombarder des Afghans, des Libyens, des Syriens? La réponse est les Français veulent-ils que l'on fasse la guerre à la Russie? La réponse est non. Sur ces grands choix, on pourrait à l'infini broder là-dessus. On a une politique qui est conduite au plus haut niveau de l'État depuis des années, qui n'est pas soutenue par la grande majorité du peuple français. Donc, les vraies questions que les Français doivent se poser, pourquoi toutes ces décisions sont-elles prises contre la volonté ultra-majoritaire du peuple français? Pourquoi la droite et la gauche prennent-elles ces mêmes décisions contre le peuple français? Pourquoi les dirigeants politiques, une fois élus, prennent-ils ces décisions qui sont le contraire des promesses qu'ils ont faites dans leur programme électoral? Vous allez voir ce qui va se passer, là. Les jupons Macré, Valls et... Quel est le bon diagnostic qui explique ces violations continuelles
de la volonté du peuple français. Alors évidemment, ça change. Ça change du dernier livre de 600 pages de François Hollande. Depuis bientôt 10 ans, c'est long 10 ans hein, dans la vie d'un homme ou d'une femme, depuis bientôt 10 ans que j'ai créé l'UPR, j'explique aux Français le véritable diagnostic. Le véritable diagnostic, c'est que la prétendue construction européenne est une idée a priori sympathique, mais son fonctionnement est tellement compliqué et ennuyeux que personne ne s'y intéresse. Ça commence à changer, grâce à nous, et puis grâce aussi aux événements, et grâce aux Britanniques. Il est pourtant décisif de s'intéresser aux traités européens, car ce sont eux qui ont volé au peuple d'Europe leurs choix démocratiques nationaux. C'est d'ailleurs la raison essentielle pour laquelle les Britanniques ont voté pour le Brexit à 52%, et comme il a été dit tout à l'heure à la table ronde de ce matin, s'il y avait un nouveau vote qui était fait aujourd'hui, 4 mois après, il y aurait probablement 56 ou 58% des Britanniques qui voteraient, parce qu'on leur avait dit que ça serait l'apocalypse, et vous avez constaté que le Fonds monétaire international, toute honte bue, est obligé de réévaluer le seul taux de croissance du Royaume-Uni. C'est le seul pays au monde dont ils ont réévalué le taux de croissance. Il est décisif de s'intéresser aux traités européens, car ce sont eux qui imposent une politique unique au profit des grands intérêts industriels et financiers euro-atlantistes. Il est décisif de s'intéresser aux traités européens, car ce sont eux qui expliquent pourquoi la droite et la gauche trompent constamment les électeurs et font constamment la même politique que les Français rejettent. J'ai expliqué, et nous l'avons mis sous la forme d'un tract qui a beaucoup de succès, que vous avez certainement vu. On essaye, et j'essaye depuis maintenant 10 ans, de faire de l'éducation populaire, c'est-à-dire de tirer mes concitoyens vers le haut, non pas vers le bas. J'essaie de leur expliquer pourquoi, qu'est-ce qui se passe. Et ça n'est pas si compliqué à comprendre, à condition qu'on parle aux Français avec respect et qu'on s'adresse à leur intelligence, puisque nous sommes collectivement l'un des plus grands peuples politiques du monde. Le français est un peuple politique. Dans ces tracts, j'ai présenté, qui sont une synthèse de conférences que j'ai faites, nous avons présenté d'ailleurs, puisque tout ça a été fait, remouliné par les gens qui m'ont rejoint et par les talentueux graphistes. Nous expliquons pourquoi, par exemple, nous avons des délocalisations à un rythme accéléré. La France perd à peu près une usine par jour ouvrable depuis maintenant 10 ans. Nous perdons des milliers d'emplois chaque année, chaque mois. Nous perdons du savoir-faire industriel. Et nous sommes les seuls à expliquer pourquoi. C'est parce que quand vous avez une baignoire avec une bonde ouverte et que l'eau coule, eh bien, il n'y a pas d'autre solution que de mettre une bonde. Sinon, l'eau finira par être entièrement vidée de la baignoire. Cette bonde, le retrait de cette bonde, c'est l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Ceux qui me suivent savent peut-être qu'il y a environ un mois, il y a eu à Reims des assises du produire en France de M. Montebourg et Gégaud, de l'RPS et l'RPS. Ils avaient invité, paraît-il, les candidats à l'élection présidentielle. J'ai eu la surprise de voir parmi les candidats des gens qui ne cherchent absolument aucun parrainage. Et nous, on s'est aperçu, ils m'avaient oublié. Ils m'avaient oublié alors que j'ai quand même été, pendant des années, membre de cabinet ministériel. Je crois être un des grands spécialistes du commerce extérieur. J'ai même accompagné le ministre le 15 avril 1994 à Marrakech pour la signature des accords de l'OMC.
J'ai accompagné François Mitterrand, Édouard Balladur, Jacques Chirac. J'ai préparé leurs dossiers pour aller dans de nombreux pays du monde. Je suis quelqu'un qui connaît bien les questions internationales, les questions diplomatiques et encore mieux les questions d'économie et de commerce. J'ai créé un mouvement politique qui a fait 1%, près de 1% des suffrages en 2015. Et quand on leur a demandé pourquoi je n'étais pas invité, ben non, c'est parce que alors mon mouvement n'a pas de député. Alors on a dit oui, mais M. Dupont-Aignan, il n'en a pas beaucoup. Ah si, il en a un, ben oui, lui, ah oui. Mais M. Cheminade, ah oui, mais M. Cheminade a déjà été candidat il y a 5 ans. Et donc, voilà, il n'y a pas de place pour vous. Bientôt, on aura des critères. Ils vont organiser, je suppose, des débats à la télévision qui seront ouverts à tous les candidats à l'élection présidentielle, à l'exception de ceux nés le 14 septembre. Ça sera très objectif. Nous expliquons que les services publics sont démantelés par l'article 106 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, que toutes nos protections sociales sont attaquées par l'article 121 qui fixe les grandes orientations de politique économique. Nous expliquons que la santé est subordonnée au profit par les articles 168 et 169 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, que les agriculteurs et les pêcheurs sont condamnés par l'article 38 et l'article 39 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, que toutes les politiques concernant, par exemple, l'immigration sont fixées par les articles 67, 77, 79 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Bref, dans tous les domaines, nous sommes complètement ligotés, y compris même en matière diplomatique et militaire, puisque l'article 42 du traité de l'Union européenne, le TU, porte bien son nom, l'article 42 du TU nous place sous la tutelle de l'OTAN. Et nous expliquons, depuis du moins que ce traité et que cet article existe, qu'il n'y a qu'une seule solution, c'est pour sortir de tout ça, pour libérer la France de cette prison qui nous impose des politiques dans tous les domaines, c'est l'article 50 du traité de l'Union européenne qui permet seul de sortir de l'Union européenne. Dieu sait si j'ai entendu des critiques sur le sujet. Entre M. Dupont-Aignan qui m'a appris qu'il se colporte dans tout Paris en disant que j'ai l'article 50 à la bouche tout le temps. Mais lui, il n'a jamais. D'ailleurs, il nous a dit récemment que lui, il ne voulait pas sortir de l'Europe du tout. C'est vrai. D'autres me disent, mais le Front National, Madame Le Pen, mais le Front National, effectivement, parle de l'article 50 en disant, avec l'article 50, on va renégocier les traités. C'est toujours vrai, hein. Allez-y, allez voir. Alors, ce que nous proposons, c'est de mettre un terme à cette escroquerie générale avec une grande clarté d'esprit et une grande détermination. Depuis bientôt 10 ans, j'explique aussi que l'on ne peut pas changer d'Europe. Parce que ça, c'est l'échappatoire de tous. De l'extrême droite à l'extrême gauche, en passant par l'extrême centre, tout le monde veut changer d'Europe. C'était le slogan du Parti socialiste, changer l'Europe. C'était en 1979, c'était le slogan du Parti socialiste 30 ans après, en 2009, pour changer l'Europe. C'est le slogan des Verts, c'est le slogan du Front de gauche, le titre même du Front de gauche, son vrai nom, c'est Front de gauche pour changer l'Europe. Le bloc identitaire à l'extrême droite, l'Europe que nous voulons. Oui à l'Europe, changeons d'Europe, dit M. De Villiers. Bruno Gollnisch veut changer d'Europe. M. Dupont-Aignan, ne subissons plus cette Europe, changeons-la. Non à la Constitution Giscard, oui à une autre Europe pour le PCF. Quant à Sarkozy, il veut changer d'Europe. C'est une idée originale. Ils ne sont pas d'accord entre eux, déjà, sur l'Europe qu'ils veulent. Ils ne sont même pas d'accord entre eux à l'intérieur du même parti politique, d'ailleurs. Or, changer profondément les traités européens, changer les traités d'ailleurs d'un mot, a fortiori, les réorienter profondément, impose l'unanimité des 28 États membres, c'est l'article 48 du traité sur l'Union européenne.
Donc pour avoir une Europe à la française, eh bien il faudrait par exemple que le Royaume-Uni, les Pays-Bas, le Luxembourg, Malte, Chypre acceptent la fin de la libre circulation des capitaux, si on veut protéger nos industries, si on veut justement empêcher les délocalisations. Mais la libre circulation des capitaux, c'est un élément clé de leur richesse. Le PIB de la City, c'est 25%. Je raisonne en ce moment comme le Royaume-Uni étant toujours dans l'Union, mais c'est également un élément clé de la production de richesse aux Pays-Bas, au Luxembourg, à Malte, à Chypre. On peut faire confiance d'ailleurs à des pays de l'Est ou à des pays scandinaves pour également refuser cette réforme. Pour avoir une Europe à la française, il faudrait par exemple obtenir que le Portugal, le Royaume-Uni, les pays de l'Est acceptent la fin de la subordination à l'OTAN. Si on veut, par exemple, ne plus être soumis à Washington. Mais pour le Portugal, qui est à la base des Açores, pour le Royaume-Uni, qui est très proche de l'OTAN, on n'a peut-être pas suffisamment d'ailleurs dit aujourd'hui que le Royaume-Uni, qui sort de l'Union européenne, n'entend absolument pas sortir de l'OTAN. Donc nous avons des différences essentielles avec le gouvernement de Mme May. Nous ne sommes pas un copier-coller de ce qui se passe au Royaume-Uni. Nous, ce qui nous intéresse, c'est ce qui se passe pour l'Union européenne. Mais le Royaume-Uni entend tout à fait rester dans l'OTAN. Le Portugal, le Royaume-Uni, mais aussi les pays de l'Est. Si vous étiez estonien, letton, bulgare, polonais, slovaque, vous savez que vous avez peur du retour des Russes et parfois aussi du retour des Allemands. Les Polonais, dans leur histoire, à plusieurs reprises, ont été partagés entre l'Allemagne et la Russie. Donc, de toute façon, ils veulent le maintien dans l'OTAN. Donc, nous ne pourrons jamais modifier les traités européens qui nous placent sous la sujétion de Washington, de l'OTAN et d'une vision agressive du monde à l'encontre notamment de la Russie. Si nous voulions une Europe à la française, en matière monétaire par exemple, où l'euro est trop cher par rapport à la compétitivité de nos produits et de notre économie, eh bien il faudrait que l'Allemagne, la Finlande, les Pays-Bas, le Luxembourg acceptent une gestion beaucoup plus inflationniste de la Banque centrale européenne, alors que la solidité de la monnaie est au cœur même de leur consensus national, en particulier en Allemagne. Donc ils n'accepteront jamais une gestion beaucoup plus laxiste de l'euro qui nous permettrait d'avoir une monnaie plus faible sur les marchés internationaux. J'ai pris ici 3 exemples essentiels. Les délocalisations, la défense et la diplomatie, la politique monétaire. Sur ces 3 sujets essentiels, on voit que déjà tout est bloqué, c'est un auto-blocage. Et tout le reste est à l'avenant. Donc, la probabilité mathématique que l'Union européenne adopte la politique proposée par des partis ayant 15% de chance de parvenir au pouvoir, je ne dis pas des partis qui font 15% des voix. Un parti ayant 15% de probabilité d'arriver au pouvoir, ça veut dire qu'il arriverait à peu près au pouvoir une fois tous les 6 ou 7 ans. La probabilité mathématique que l'Union européenne adopte la politique proposée par les partis ayant 15% de chance de parvenir au pouvoir dans chacun des 28 États, puisqu'il faut qu'il y ait les 28 États qui soient d'accord au même moment sur la même politique, ça peut être en première approximation estimé à 0,15 à la puissance 28, ce qui fait 0,853 10 puissance moins 23, ce qui fait très exactement une seconde tous les 37 milliards d'années. Et comme la planète Terre s'est créée, paraît-il, il y a 4,54 milliards d'années, il faudrait attendre plus de 8 milliards de fois la durée écoulée depuis la création de la Terre pour avoir la chance d'avoir cette politique cohérente pendant une seule seconde. Depuis bientôt 10 ans, j'explique que notre appartenance à l'Union européenne, à l'OTAN, nous entraîne vers la guerre. Parce que tout le monde vous dit, j'y ai cru aussi quand j'étais étudiant, que l'Europe, c'est la paix. Eh bien non, l'Europe, c'est la guerre. L'idée même
de construire l'Europe reflète une vision du monde passéiste. Nous sommes le seul mouvement politique à le dire. Tous les autres mouvements politiques français approuvent l'idée qu'il faudrait faire l'Europe, comme si c'était une évidence. Et le seul problème serait que ça aurait été pas bien, on aurait oublié quelque chose, comme quand on sort de chez soi puis on a oublié de fermer la lumière. Comme si par inadvertance on avait laissé se produire quelque chose et qu'on allait remonter et puis on allait éteindre enfin la lumière avant de sortir pour aller au cinéma. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Si l'Europe est comme elle est, c'est parce qu'elle ne peut pas être autrement. C'est parce qu'elle est la sédimentation, depuis 60 ans bientôt, de compromis de Luxembourg, en blocage bruxellois, de nuits de marathon à Strasbourg, en crise à Francfort et j'en passe. C'est par la fruit de ces... Il y a eu toutes ces crises, toutes ces oppositions, avec d'ailleurs de plus en plus de pays, qu'on est arrivé à ce précipité fatal, comme on dirait en chimie, que sont les traités européens actuels, qu'on ne peut plus toucher d'ailleurs une virgule sans que tout l'édifice s'écroule. Cette idée de construire l'Europe reflète une vision du monde passéiste, anxieuse, méfiante, marchande et guerrière de l'univers. En fait, c'est une vision du XIXe siècle. En fait, ça remonte à bien plus loin. Les prémices, déjà, de l'idée d'une construction européenne, on les trouve chez Dante Alighieri, qui était gibelin. C'est au début du XIIIe siècle. On peut avoir le projet de l'abbé Dubois, on peut avoir le projet de Sully, on peut avoir des quantités de projets qui ont émaillé le Moyen-Âge, puis l'âge classique. Et puis, on a le discours de Victor Hugo de 1849 au Congrès de la Paix qui propose les États-Unis d'Europe. C'est un monde qui considère que l'Europe est le centre du monde. Vouloir construire l'Europe, c'est en fait vouloir construire le monde. L'Union européenne nous place sous la subordination de l'OTAN, donc de Washington et des anglo-saxons par l'article 42. L'Union européenne nous coupe de ce qui fait justement la puissance et la force de la France, c'est-à-dire ces anciennes colonies que nous avons décolonisées, mais où nous avons laissé notre langue et avec lesquelles nous avons des liens familiaux, culturels, linguistiques, commerciaux, économiques, dans tous les domaines, c'est-à-dire notamment les pays de la francophonie. L'Union européenne nous coupe non seulement des pays de la francophonie, mais de tous ces pays du monde qui se tournaient, allais-je dire, vers la France depuis des siècles, comme une espèce d'autre Occident. Le Liban, la Syrie, où M. Hollande fait tous ses efforts pour détruire une influence française qui remonte à 1526, lorsque François Ier avait fait alliance avec Soliman le Magnifique. La présence de la France en Amérique du Sud, tous les pays latino-américains, les pays bolivariens, qui ont proclamé leur indépendance de l'Espagne à partir du début du XIXe siècle et qui ont repris à leur compte tous les idéaux et même les symboles de la Révolution française. Je rappelle que Francesco de Miranda, qui allait être un adjoint de Bolivar, a participé à la bataille de Valmy le 20 septembre 1792. Et combien de pays africains, combien de pays du monde arabe, combien de pays à travers le monde se tournent un peu encore vers la France, comme étant le pays des droits de l'homme, le pays qui dit autre chose que les autres, un peuple incomparable. Dans combien d'endroits y a-t-il eu des révolutions où certains révolutionnaires sont morts en chantant la Marseillaise? C'est tout ça que l'Union européenne est en train de détruire. L'Union européenne est en train de nous ligoter dans un tout petit périmètre qui va de la Laponie finlandaise à l'Algarve portugaise. Et si vous avez des amis comme j'en ai, vous en avez certainement, vous vivez peut-être d'ailleurs dans ces pays, si vous avez des amis qui vivent en Russie, en Amérique latine, dans le monde arabe, en Afrique, en Chine, ils vous disent « Mais qu'est-ce que vous êtes en train de devenir ? La grande France.
vous êtes en train de disparaître de la surface du monde. Vous êtes en train de devenir le paillasson des États-Unis. Vous n'avez pas honte? C'est comme ça qu'ils vous disent, puisqu'il y en a beaucoup qui aiment la France. Si l'UPR veut sortir de l'Union européenne et de l'OTAN, ça n'est pas par ringardise, ce n'est pas par xénophobie, ça n'est pas par nostalgie, c'est tout l'inverse. C'est parce que nous estimons que la distinction entre peuple serviette et peuple torchon, qui est consubstantielle à l'idée même de construire l'Europe, est inacceptable et inapplicable au XXIe siècle. Elle est exactement le contraire du génie de la civilisation française, qui est d'être universelle. Le génie des anglo-saxons. Le génie des anglo-saxons, c'est le communautarisme. Le génie de la France, c'est l'universel. Ce sont deux visions totalement différentes. Et si nous voulons sortir de l'Union européenne et de l'OTAN, c'est parce que cette construction nous mène à accepter une privatisation du monde à outrance. Or, nous refusons, nous, la privatisation du monde. Alors, pour sortir la France du désastre en 2017, eh bien, il faut tirer tout simplement la conséquence logique. Il faut tirer la conséquence logique et irréfutable du diagnostic qui précède. On ne peut pas faire comme tous les autres partis politiques qui sont de plus en plus sévères sur la construction européenne, mais qui terminent toujours en disant « il faut une autre Europe ». Donc, la clé de voûte de mon programme présidentiel de libération nationale que je présenterai l'an prochain, comme je l'ai présenté d'ailleurs il y a 5 ans, consiste tout simplement dans la sortie de la France de l'Union européenne par l'article 50 du traité de l'Union européenne. Je cite souvent cette formule un peu amusante et assez profonde, en fait, de Talleyrand, le diable boiteux, celui qui fut ministre des Affaires étrangères depuis le Directoire sous le Consulat, puis sous l'Empire, puis sous la Première Restauration, puis sous les 100 jours, puis sous la Deuxième Restauration, et dont Napoléon disait que c'était une merde dans un bas de soie. Talleyrand était effectivement peut-être il savait naviguer, mais il avait dit cette formule assez drôle, qui vaut aussi bien dans la vie personnelle que dans la vie professionnelle. Il avait dit, et dans la vie diplomatique, et dans la vie politique, la seule façon de dire oui, c'est oui. Toutes les autres veulent dire non. Eh bien, la seule façon de dire que nous allons libérer la France, c'est de dire que nous allons sortir de l'Union européenne par application de l'article 50 du traité de l'Union européenne. Point. Toutes les autres formules veulent dire que l'on n'en sort pas. Même les formules alambiquées à l'extrême maintenant de M. Mélenchon, qui dit qu'il faut sortir des traités européens. On ne veut pas sortir des traités européens, on veut rester dans le traité européen pour appliquer le traité européen pour sortir de l'Union européenne. Sortir des traités européens, ça n'est pas sortir de l'Union européenne. La deuxième direction, c'est évidemment la sortie de la France de l'euro et le retour au franc, ce qui impose juridiquement de sortir de l'Union européenne. Je rappelle à ce propos que le franc, qui est apparu, comme vous le savez si vous avez écouté mes conférences, ma conférence sur l'histoire notamment, est apparu en 1360 pour payer la rançon, pour récupérer Jean II, dit Jean le Bon, qui avait été fait prisonnier pendant la guerre de 100 ans à la bataille de Poitiers de 1356, ce qu'on appelle la deuxième bataille de Poitiers, la première étant celle plus connue de 732 de Charles Martel. Et donc le franc représentait le roi à cheval
se galopant, sortant de sa prison. Et ça voulait dire le franc, le libre à cheval, le franc à cheval. Le franc, ça veut dire le libre. Et il est assez fascinant de constater que dans notre histoire, et en particulier dans notre histoire monétaire, lorsque le franc est apparu, c'était lorsque les Français ont récupéré leur souveraineté. Le franc a disparu sous Louis XIV au moment de l'imposition de la monarchie absolue, c'est-à-dire de la dictature. Et puis le franc est réapparu à la Révolution, avec le franc germinal, lorsque les Français ont récupéré leur démocratie. Et puis le franc a disparu en 2002. Et avec le franc qui a disparu, c'est notre liberté, notre souveraineté, notre démocratie qui ont disparu. Oh, ça n'a pas été présenté comme ça. On fait croire aux gens que puisqu'il y a pluripartisme, nous serions en démocratie. Mais comme je l'ai fait remarquer récemment sur une radio, la démocratie, ça n'est pas le pluripartisme, mais réciproquement. En République populaire de Chine, aujourd'hui, il y a 9 partis politiques. Sous l'Allemagne de l'Est de jadis, sous Erich Honecker, il y avait 3 partis politiques. Si tous les partis politiques disent à peu près la même chose, c'est exactement ce qui se passe, c'est le concept de opposame, comme ils disent aux États-Unis, eh bien, c'est une dictature qui ne dit pas son nom. D'ailleurs, si on nous donne le choix entre Sarkozy et Juppé, ou entre Juppé, Sarkozy et Valls ou Hollande, vous savez bien qu'en fait, il n'y a plus de choix. Et puis la troisième chose, c'est la sortie de la France de l'OTAN par l'application de l'article 13 du traité de l'Atlantique Nord du 4 avril 1949. Nous sommes le seul mouvement politique, je suis le seul responsable politique à le dire. Allez regarder, je ne voulais pas alourdir ça par des scories, mais allez regarder ce qu'on trouve sur les sites internet de M. Dupont-Aignan ou de Mme Le Pen. Il faut sortir de l'OTAN, c'est écrit en gros, puis après en petit, c'est « il faut sortir du commandement militaire intégré de l'OTAN ». Mais ce n'est pas du tout la même chose. Le commandement militaire intégré de l'OTAN, ça n'est pas sortir de l'OTAN. C'est comme M. Mélenchon qui nous dit sortir des traités européens. La seule façon de sortir de l'OTAN, c'est de sortir de l'OTAN. En attendant, et croyez-moi à ceux qui me font confiance, et je me félicite de voir qu'il y en a de plus en plus nombreux qui me font confiance, et ils ont raison, puisque je suis désolé de le souligner, mais mes raisonnements n'ont jamais été pris en défaut depuis 10 ans. C'est quand même beaucoup. Faites-moi confiance, il n'y a pas d'autre solution que ce que je vous dis. C'est-à-dire que si en 2017, nous votons pour Pierre, Paul ou Jacques, qui ne propose pas ce programme, eh bien nous allons continuer à entraîner la France dans l'anéantissement. Alors, notre triple sortie, Frexit, Frexit de l'Union européenne, Frexit de l'OTAN, Frexit de l'euro, c'est ce qui fait notre marque de fabrique, ce qui est la clé de voûte du programme présidentiel. Mais mon programme n'est pas seulement celui-ci. Il ne se réduit pas à ces 3 choix stratégiques de la même façon que le programme du Conseil national de la résistance de 1944 ne se réduisait pas uniquement à leur chasser les Allemands hors de France. Même si, je ne sais pas si certains d'entre vous ont lu le programme du CNR, qui est assez court. En fait, il y a 2 parties. La première partie concerne le fait que les Français doivent chasser les troupes allemandes du territoire national. Et la deuxième partie, c'est un programme d'application immédiate pour rétablir la liberté et la démocratie en France. Eh bien, nous faisons en fait pareil. C'est, encore une fois, je suis finalement le candidat du bon sens. Mon programme ne se réduit pas à ces 3 choix stratégiques. Il comporte d'autres mesures de très grande importance récapitulées dans notre programme de libération nationale qui s'inspire étroitement du programme du CNR de 1944, réactualisé à 2017. Alors j'avoue qu'il y a quelque chose, il y a un problème, c'est que je n'ai pratiquement rien à changer à mon programme d'il y a 5 ans.
Les autres changent de programme toutes les semaines. Nous, on vend celui-là, il y a 5 ans, il est toujours juste. Il n'y a pas un mot à changer. J'exagère, il y a peut-être un niveau de SMIC à réactualiser, 2-3 bricoles, 2-3 choses quand même à préciser, certains points que je vais d'ailleurs évoquer ici. Mais en gros, c'est exactement le même choix stratégique que je faisais il y a 5 ans. Je le dis d'ailleurs ici, nous avons des démarcheurs talentueux qui vont voir des maires, et il y en a un qui va voir des maires et qui dit, lorsqu'un maire dit « Ah ben non, moi je parraine pas, etc. » Notre démarcheur, qui s'appelle Antoine, qui doit se reconnaître. Je ne dis pas son nom. Il dit au maire, Monsieur le maire, Monsieur Asselineau, en 2012, il a eu 17 parrainages. S'il avait eu 520, s'il avait participé à l'élection présidentielle, on aurait gagné 5 ans dans le débat public. 5 années de France dans le débat public où on aurait pu mettre sur la table tout ce que... Je redis la même chose. Et il dit ensuite au maire, est-ce que si vous ne me donnez pas le parrainage, est-ce qu'il va falloir attendre encore 5 ans ? 5 ans de Mme Le Pen, 5 ans de M. Dupont-Aignan, 5 ans de M. Juppé, 5 ans de M. Hollande, de M. Valls ou de M. Mélenchon. 5 ans à tourner autour du pot et à ne pas dire les choses telles qu'elles sont. 5 ans, en gros, à ne pas être français, puisque être français, c'est d'abord être franc. Être franc du collier. Être français, c'est s'exprimer clairement, comme Nicolas Boileau, dans son art poétique. Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, et les mots pour le dire arrivent aisément. Voilà. Et une des raisons, je pense, de l'ascension continuelle de notre mouvement, c'est que nous avons les idées claires. Nous ne suivons pas les conseils de marketing politique, car les tambouilles, machin chose, où on dit une chose et son contraire en permanence, on est dans l'ambiguïté constante, on n'y comprend plus rien. On n'est pas non plus de ces mouvements politiques qui appliquent la politique des lieutenants, où il y a un Pierre qui dit bleu, Jacques qui dit rouge, Paul qui dit noir, Eliane qui dit vert, etc., etc. Ce que font tous les autres partis politiques. Vous imaginez si Asselineau disait qu'il fallait sortir de l'euro, Vincent Brousseau qui disait non, il faut un autre euro, Charles-Henri Gallois qui disait non, c'est en fait un euro monnaie commune. Si en fait tous nos responsables politiques disaient chacun un truc et son contraire,